Aujourd'hui, on va s'attaquer à un vrai casse-tête, un de ces mystères qui fascinent. Comment est-ce qu'un objet, un truc du quotidien tout à fait banal, peut se métamorphoser en une œuvre d'art qui vaut une fortune? Eh bien la réponse, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, ne se trouve pas du tout dans l'objet lui-même. Regardons ça. D'un côté, on a un lit, exposé dans un musée. De l'autre, un lit, dans une chambre. À première vue, c'est la même chose, non? Alors, d'où vient cette transformation, cette espèce de magie qui fait toute la différence? L'exemple le plus parlant, le plus célèbre même, c'est celui-ci, les boîtes Brio d'Andy Warhol. L'une est une sculpture qui s'expose, l'autre, c'est un simple emballage de supermarché. Physiquement, impossible de les différencier. Et pourtant, l'une est une icône de l'art moderne, pendant que l'autre finit à la poubelle. Le mystère ne fait que s'épaissir. On touche au cœur du problème. Si la différence n'est pas visible à l'œil nu, c'est qu'elle est ailleurs. La clé de l'énigme n'est pas dans l'objet lui-même, mais dans tout ce qui gravite autour. Les institutions, les gens et surtout les idées. Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur 3 penseurs qui ont vraiment éclairé la question. Alors on commence avec le sociologue Pierre Bourdieu. Pour lui, il faut voir le monde de l'art comme une arène, un véritable champ de bataille où tout le monde se bat pour la reconnaissance. Bourdieu y parle de champ artistique. Imaginez un jeu avec ses propres règles, presque coupées du reste du monde. Dans ce jeu, les joueurs, donc les artistes, les critiques, les galeristes, ne se battent pas vraiment pour l'argent. Non, l'enjeu est bien plus grand. C'est le pouvoir symbolique, le pouvoir de dire ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas. Et ce qui est passionnant, c'est que ce champ est complètement divisé. D'un côté, il y a ceux qui produisent pour les initiés, c'est l'art pour l'art. Là, ce qui compte, c'est d'être reconnu par les autres artistes. Et de l'autre côté, on a la production pour le grand public, celle qui cherche le succès commercial. Ce sont 2 logiques qui s'affrontent en permanence. Du coup, comment une œuvre gagne la partie? Grâce à un processus que Bourdieu nomme la consécration. C'est un peu un parcours du combattant. L'œuvre est créée, d'accord. Mais ensuite, elle doit être validée par les experts, exposée dans des lieux sacrés comme les musées, et pour finir, le Graal, elle entre dans les manuels d'histoire, on l'enseigne dans les écoles, c'est là qu'elle devient un classique. Pour résumer, la vision de Bourdieu, c'est assez simple. Une boîte Brio devient de l'art parce que les joueurs les plus puissants du champ artistique ont décidé, tous ensemble, d'y croire. C'est cette croyance partagée, et uniquement elle, qui fabrique sa valeur. Allez, on change complètement de perspective avec notre deuxième guide, Howard S. Becker. Lui, il nous propose une vision radicalement différente. Fini la bataille, pour Becker, l'art, c'est avant tout un immense travail d'équipe. L'idée centrale de Becker, c'est qu'une œuvre n'est jamais, au grand jamais, le fruit d'un génie solitaire. Prenez une symphonie par exemple. Oui, il y a le compositeur. Mais sans les musiciens pour la jouer, sans les luthiers qui ont fabriqué les instruments, sans les techniciens de la salle, et même sans le public pour l'écouter, il n'y a tout simplement pas de musique. L'art, c'est une action collective. Mais alors, comment tout ce monde arrive à travailler ensemble? Grâce à ce que Becker appelle les conventions. Pensez-y, ce sont toutes les règles du jeu que tout le monde connaît et accepte. Le solfège en musique, les formats de toile standard en peinture, c'est ce langage commun qui rend la coopération possible. Et ça montre bien que la place d'un artiste dépend de son rapport à ces fameuses conventions. Le professionnel, lui, les maîtrise parfaitement. Le franc-tireur, au contraire, les rejette en bloc. L'artiste naïf, lui, il n'en a même pas conscience. Et l'artiste populaire, eh bien, il suit un autre ensemble de règles, souvent issues de la tradition. On arrive maintenant à la dernière pièce de notre puzzle, avec le philosophe Arthur Danto. Lui, il ne s'intéresse ni aux batailles de Bourdieu, ni aux coopérations de Becker. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir des idées, des théories qui rendent l'art possible. Danto nous ramène à notre point de départ, la boîte Brio. Il nous dit, si elle est identique en tout point à une boîte du supermarché, ça prouve bien que la différence n'est pas dans ce que l'on voit. La différence est immatérielle, invisible. Et c'est là qu'il introduit son concept clé, l'art world. Attention, ce n'est pas le monde de l'art de Becker avec ses acteurs, non. L'art world de Danto, c'est une sorte d'atmosphère intellectuelle, un climat invisible fait de théories, d'histoire de l'art. C'est ce contexte qui nous donne les lunettes pour voir un objet comme de l'art. Danto utilise un exemple très simple pour qu'on comprenne bien. En regardant cette ligne, on peut dire, de manière purement descriptive, c'est une ligne noire. C'est une identification. Point. Mais si l'on est équipé d'une théorie, d'une intention artistique, on peut regarder exactement la même ligne et dire « c'est la trajectoire d'une particule ». Le petit mot « est » change complètement de sens. Il ne décrit plus, il l'interprète.
Et c'est ce « est » de l'interprétation qui transforme l'objet en art. La conclusion de Danto est donc très puissante. Voir de l'art, ce n'est pas une question de vision, mais de connaissance. Il faut un bagage, un savoir, quelque chose que notre œil tout seul est incapable de nous fournir. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, il est temps de les assembler pour résoudre une bonne fois pour toutes le mystère de notre boîte Brillo. Alors, récapitulons. Bourdieu nous a parlé de la compétition pour la légitimité. Baker nous a montré l'immense réseau de coopération nécessaire pour produire l'objet. Et Danto nous a donné le cadre d'idées qui permet de l'interpréter. 3 éclairages qui, en fait, ne s'opposent pas mais se complètent parfaitement. Et pour bien comprendre comment tout ça s'articule, il y a une métaphore qui fonctionne très, très bien, celle de l'informatique. C'est simple. Le monde de l'art de Baker, c'est le matériel, le hardware. C'est l'ensemble des gens, des compétences, des outils qui fabriquent physiquement l'objet. Ensuite, le champ artistique de Bourdieu, c'est le logiciel, le software. C'est le programme qui va évaluer l'objet, qui va lui donner une valeur, une légitimité. Et enfin, l'art world de Danto, c'est le système d'exploitation, l'OS. C'est le cadre mental qui nous permet de lancer le logiciel et de reconnaître l'objet comme étant de l'art. Sans l'OS, la machine et le logiciel ne servent à rien. Au final, la conclusion est claire. Un objet ne naît pas œuvre d'art, il le devient. Sa transformation n'a rien de magique, c'est le résultat d'une alchimie complexe, un mélange de forces sociales, de collaboration pratique et de construction intellectuelle. L'art, ce n'est pas ce qu'un objet est, c'est ce qu'une culture fait avec cet objet. Et ça nous laisse avec une question pour la suite. La prochaine fois, devant une œuvre qui semble un peu trop ordinaire, au lieu de se dire « pourquoi c'est de l'art ?», on pouvait peut-être se demander autre chose. Quel réseau de coopération a permis sa création ? Quelle bataille pour la reconnaissance a-t-elle remportée ? Et surtout, quelle théorie me permet à moi de la voir comme de l'art aujourd'hui ?